Bonjour à tous, nous faisons aujourd'hui un petit cours spécial qui va reprendre quelques notions qui devraient ou auraient dû être abordées dans le cours de secondaire 1 et que nous allons reprendre cette année en secondaire 2. Alors ces notions sont intimement liées à ce que nous venons de voir dans le cours et nous allons parler des mélanges. Donc nous avons un premier aspect important à revoir, c'est cette notion de substance pure. Une substance pure, c'est une substance qui ne contient qu'une seule sorte de structure de matière. Alors, quand on parle de structure de matière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on y retrouve uniquement les mêmes atomes, les uns à côté des autres, comme par exemple dans un morceau de fer, on va avoir des atomes de fer uniquement, ou alors des molécules qui sont toutes similaires les unes à côté des autres. Donc, par exemple, du sel de table, du chlorure de sodium, ce sont juste des molécules de chlorure de sodium. Donc on voit que là, il y a une molécule, à côté, il y a la même molécule, et ainsi de suite. Il est possible de mélanger ces substances pures, c'est-à-dire d'ajouter une des substances à une autre substance. Alors ça va créer un mélange. On va parler d'un mélange si, lorsqu'on met en contact ces deux substances, il n'y a pas de réaction chimique. Car évidemment, si les deux substances réagissent ensemble, on a de nouvelles substances qui apparaissent à la fin, on en a déjà parlé, et du coup, ça va perturber le concept de mélange. Donc, on y va avec, on met par exemple des grains de sel dans de l'eau et on obtient de l'eau avec des grains de sel qui sont les uns à côté des autres. Donc, un mélange, c'est lorsqu'on associe deux substances ensemble, deux substances pures, et qu'il n'y a pas de réaction chimique, comme on peut imaginer de l'eau salée ici. Alors, il existe deux types de mélanges. Lorsqu'on regarde un mélange, si on ne voit qu'une seule phase, c'est-à-dire que on ne distingue pas différentes zones, soit de couleurs différentes ou d'aspects différents. On va parler d'un mélange homogène. Par exemple, du bronze, c'est un alliage, donc c'est un assemblage de cuivre et d'étain. Et lorsqu'on le regarde, on ne voit qu'une seule couleur, qu'une seule surface, donc de couleur bronze, là, comme vous pouvez voir ici. Donc ça, c'est valide pour une association de métaux ensemble ou des liquides qu'on mélangerait ou des mélanges de solides et liquides. L'important, c'est qu'on retienne ce concept de une seule phase. On ne voit pas autre chose qu'une seule... on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule substance, alors qu'il y en a deux, mais nos yeux ne les distinguent pas. Par exemple, ici, de l'eau salée, on verrait de l'eau transparente, on ne verrait qu'une seule phase. Comme une mousse, une crème ici, on verrait qu'une seule phase, alors que dedans, il pourrait y avoir, ça pourrait être une recette de mayonnaise, par exemple, il pourrait y avoir plusieurs aliments mélangés, mais nos yeux ne distinguent qu'une seule chose. Les alliages dont on vient de parler, où à l'œil on ne voit qu'une seule couleur, comme s'il y avait qu'un seul type de substance, ou par exemple une solution, un café par exemple, ou un thé, où on voit qu'une seule coloration. Donc c'est important de comprendre que on appelle ce genre de mélange des mélanges homogènes. Ça veut dire qu'ils sont partout pareils. Nos yeux voient partout la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule substance. On revient au concept. Le mélange, c'est l'association de plusieurs substances pures. Donc on comprend bien qu'il y a plusieurs substances là-dedans ou plusieurs là-dedans, mais nos yeux ne les distinguent pas. Si on prenait un microscope très puissant, on pourrait les voir. Donc le microscope verrait différentes substances pures, mais à l'œil nu, on ne les distingue pas. On appelle ça un mélange homogène. Alors les solutions, qui est un type de mélange homogène, c'est en fait l'association d'un solvant et de soluté. Donc tout ce qu'on appelle solution en laboratoire, c'est lorsque on va très souvent mettre de l'eau et un soluté dedans, des grains de matière dedans. Lorsqu'on a par exemple du sucre dans de l'eau ou du sel dans de l'eau, eh bien on forme ce qu'on appelle une solution. Alors une solution, c'est l'association d'un solvant, ici ce serait l'eau, avec un soluté, alors ici c'est le sulfate de cuivre, et c'est ça qu'on appelle une solution. Ben, les solutions, ce sont des mélanges homogènes. Vous voyez par définition, il y a bien deux types de substances l'une à côté de l'autre, et à l'œil nu, on ne voit qu'une seule phase. Alors, il y a un petit mot à rajouter également. Le soluté, lorsqu'il se retrouve dans le solvant, il va se dissoudre. On appelle ça une dissolution. Pensez à des petits grains de sel ou de sucre que vous mettez dans votre café ou dans votre plat, dans votre soupe, si c'est du sel. Eh bien, vous voyez les petits cristaux blancs qui, on a l'impression qu'ils disparaissent. Alors, c'est ça, la dissolution. C'est en fait la séparation des petits cristaux en minuscules petits grains que nos yeux ne voient pas.
Donc ici, si la solution nous paraît bleue, c'est parce que les sulfates de cuivre se sont séparés en petits grains que nos yeux ne voient pas. Alors voilà ce qu'est une solution. C'est l'association d'un solvant avec un soluté, le soluté étant évidemment en plus petite quantité que le solvant. C'est ce qui lui donne son nom de soluté. Donc il y a moins de petits grains de sulfate de cuivre qu'il y a de molécules d'eau. On a en opposition aux mélanges homogènes les mélanges hétérogènes. Les mélanges hétérogènes, c'est lorsqu'on met ensemble au moins deux substances pures et qu'il n'y a pas une association qui se fait de manière claire et précise et ordonnée. Autrement dit, ils n'arrivent pas à se mélanger facilement. Par exemple, si vous mettez du fer, des morceaux de fer dans de l'eau, que ce soit de la limaille de fer ou des petits grains de fer, eh bien, ils vont tomber au fond, ils ne vont pas se mélanger. Alors, ce que ça crée comme situation, c'est que nos yeux distinguent clairement deux phases. Donc, si on met des morceaux de métal, de fer dans l'eau, on va voir deux phases. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous voyez les molécules d'eau ici et les atomes de fer en dessous. Ils ne se mélangent pas. Alors, le mot mélange est un petit peu à éviter dans l'explication. Disons qu'ils ne se séparent pas, grain par grain ou petit bout par petit bout, petite particule par petite particule. On reste avec tous les morceaux de fer qui restent ensemble en bas et toutes les molécules d'eau qui sont en haut. Alors ça reste un mélange puisqu'il y a bien deux substances pures qui sont dans le même contenant, mais il est hétérogène puisque clairement, visiblement, on voit qu'ils ne sont pas bien miscibles, ils ne se sont pas parfaitement associés les uns avec les autres. Donc là, on voit deux phases. Alors il peut y en avoir 3, 4, 5. S'il y en a au moins deux, c'est un mélange hétérogène. Donc là, on voit plusieurs exemples. Donc une soupe avec plein de légumes dedans, c'est un mélange hétérogène. On voit bien différentes phases. Une vinaigrette avec de l'huile et du vinaigre en dessous et différentes herbes, fines herbes. Un gâteau, un cookie avec des petits morceaux de chocolat ou vos céréales que vous prenez le matin, votre mélange de céréales avec du lait. Tout ça, ce sont des mélanges puisque dans le même contenant, on a plusieurs substances, mais ils sont hétérogènes puisqu'on voit différentes phases. Alors ça, c'est la première partie du cours. Pour la deuxième partie du cours, on va s'intéresser aux techniques qui nous permettent de séparer les différentes substances qu'il y a dans un mélange. Parce que, évidemment, en laboratoire, on est capable de le faire. Alors, on peut le faire à la maison avec des techniques relativement simples, mais sinon, en laboratoire, on peut faire des choses un petit peu plus avancées. Donc, si on veut séparer les substances pures qui sont mélangées dans un mélange, eh bien, on va y aller de différentes manières. Par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle la sédimentation. Donc la sédimentation, c'est lorsqu'on a plusieurs substances qui sont ensemble et qu'on a un liquide et un solide, par exemple, qui se retrouvent dans le même contenant. Donc là, je vais attendre que la petite vidéo revienne au début. Donc en fond, tout simplement, les particules solides sont relativement lourdes et elles ne restent pas mélangées avec le liquide. Donc on a simplement à attendre. Donc si vous regardez ici, on va avoir la solution qui va apparaître. Donc ici, vous voyez ici, on a un mélange de particules brunes et de solution et on a attendu et là, au fond, on se retrouve avec les particules solides, donc la boue qui se retrouve au fond. Alors on est capable de verser le liquide qui surnage ici et de récupérer la boue. Donc on est capable, vous voyez ici, la boue va rester au fond du bécher et on va récupérer le liquide par-dessus. Donc on a simplement attendu pour que la séparation se fasse toute seule. On appelle ça la sédimentation et elle permet à des particules solides de tomber au fond du contenant et aux particules liquides de rester, on dit qu'ils surnagent, qu'ils restent en surface. Donc on peut ainsi séparer les particules solides qu'il y avait au fond des particules liquides qui restent en surface. Ça fonctionne pour des mélanges hétérogènes et ça fonctionne si la masse volumique est clairement différente entre les particules solides et le liquide qui reste en surface. On a également, pour des mélanges liquides, on peut utiliser la décantation. Alors la décantation, c'est le même concept. Le mélange tout seul, on le laisse se reposer et il va entraîner une séparation, mais cette fois-ci des liquides. Donc on va attendre tout simplement que le liquide de plus haute masse volumique ou densité se retrouve en bas et ainsi de suite. Il peut y avoir plusieurs liquides, il peut y avoir plusieurs étages de liquide et ainsi on va pouvoir récupérer. Donc vous voyez un petit tuyau ici, là, une petite valve qui permet de récupérer avec le petit robinet. On va récupérer le premier liquide, hop,
on ferme, et ensuite on peut récupérer le deuxième. Donc on fait simplement attendre que la séparation se fasse toute seule, et on appelle cette méthode la décantation. Donc on a un liquide qui se retrouve en dessous qu'on va pouvoir récupérer, et ensuite on peut même récupérer le premier liquide. Alors on peut y aller d'une autre manière. On peut par exemple, si on ne veut pas attendre qu'il y ait sédimentation, ou si ça ne veut pas se sédimenter, on peut filtrer notre solution. Donc, par exemple, on aurait une solution qui contiendrait de la boue, comme tout à l'heure, mais c'est trop long, la sédimentation est trop lente, par exemple. Donc, pour y aller un peu plus vite, on peut verser notre eau boueuse ou notre liquide qui contient des cristaux ou des matériaux solides à l'intérieur d'un filtre. Et en fait, donc c'est quelque chose qu'on fait couramment, même à la maison, on peut le faire. Donc, c'est lorsqu'on filtre, par exemple, le café qui passe à travers le filtre à café et les grains de café restent en surface et l'eau avec les petits arômes va pouvoir passer à travers. Donc on peut séparer des particules solides épaisses de liquide. Le liquide va passer à travers, vous voyez ce qui est en rouge ici, ça représente le filtre. Le liquide passe à travers et les grosses particules solides restent en surface. Donc la filtration permet de récupérer ces particules solides en suspension si jamais la sédimentation ne peut pas être réalisée. On peut aussi pratiquer ce qu'on appelle l'évaporation. Donc tout simplement, alors là on va faire l'inverse, on va récupérer plus particulièrement les particules solides. Donc la technique, c'est de faire évaporer le solvant. Donc on imagine qu'on a une solution. Alors là, elle peut être homogène ou hétérogène, ça ne change rien. L'idée, c'est de faire chauffer la solution et à ce moment-là, le solvant va peu à peu s'évaporer. Donc on ne récupère pas le solvant, il est perdu. Et le solvant, donc qui est liquide, s'en va. Et toutes les particules solides qui étaient dissoutes à l'intérieur ou non, donc que le mélange soit homogène ou hétérogène, eh bien on va pouvoir les récupérer après avoir chauffé. Donc ça c'est l'évaporation. Le petit défaut, c'est que le liquide, donc le solvant, s'évapore et on ne le récupère pas, on le perd. Alors il existe une dernière méthode qui, elle, va permettre de même récupérer le liquide qui s'évapore, et c'est ce qu'on appelle la distillation. Donc on peut même utiliser la distillation avec des mélanges solides-liquides ou avec des mélanges liquides-liquides, ça marche aussi. Donc l'idée est de ne pas faire monter trop haut la température, donc de monter la température jusqu'à ce qu'un des liquides s'évapore. Parce que la plupart du temps, les différents liquides qu'on a mélangés n'ont pas la même température d'ébullition. Donc on fait monter la température et le premier liquide, celui qui a la température d'ébullition la plus basse, donc la température ici est montée un petit peu et c'est déjà suffisant pour qu'il s'évapore, alors il va monter comme sous forme de vapeur et il va se refroidir en dessous, on va le refroidir et on va pouvoir le récupérer sous forme liquide ici. Donc là l'intérêt c'est que le liquide qui s'évapore, on le récupère. Et on se rappellera donc, vous voyez les petites bulles qui passent à l'état gazeux avant qu'on puisse le récupérer à l'état liquide en dessous ici. C'est la distillation. Donc en résumé, il existe d'autres méthodes, mais pour les principales que l'on peut faire facilement, il y en a 5, donc la sédimentation, la décantation, la filtration, l'évaporation et la distillation. Si on se pose la question laquelle on veut utiliser, eh bien ça va dépendre des phases que l'on veut séparer. Donc si on a des solides mélangés à des liquides ou si on a juste des liquides par exemple, on va choisir la sédimentation ou la décantation. Si on veut accélérer un petit peu le processus, on peut directement aller sur une filtration par rapport à une sédimentation. Des fois même la sédimentation est beaucoup trop lente et elle ne s'opère pas en laboratoire, ça n'avance pas, donc il faut qu'on filtre. Et tout ça, c'est valide avec seulement des solutions hétérogènes. Donc si on a des solutions homogènes, alors ces trois méthodes ne fonctionneront pas. Donc on peut aller sur d'autres méthodes. Sachant que ces deux autres méthodes, les deux dernières, l'évaporation et la distillation, eh bien, sont des méthodes qui fonctionnent que votre mélange soit hétérogène ou homogène. Alors là, que ce soit des mélanges liquides ou solides-liquides, ça fonctionne. On se rappellera qu'il y a un désavantage avec l'évaporation, c'est que le liquide qui s'évapore est perdu, alors que pour la distillation, il est récupéré. Alors si vous posez la question, mais pourquoi on n'utilise pas systématiquement évaporation et distillation? Eh bien c'est pour des coûts énergétiques tout simplement et pour du matériel à utiliser. Ça nécessite du matériel et de l'énergie pour faire évaporer. Si en plus on veut faire une distillation, il faut du matériel pour récupérer les liquides et donc les refroidir. Donc dépendamment des substances que l'on a, on va favoriser en partant la sédimentation, la décantation et la filtration. Et ensuite, on va éventuellement, si besoin, procéder à des évaporations et ou distillations. Voilà pour ce cours sur les mélanges.